Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais répondre aux questions les plus fréquentes que se posent les personnes qui viennent d'avoir ou qui sont dans les suites d'une fracture du coude, qu'elle soit ou non associée à une luxation. Alors comme à mon habitude, pour construire le contenu de cette vidéo, je me base à la fois sur mon expérience de kiné depuis un peu plus de 10 ans et puis sur des recherches approfondies dans la littérature scientifique internationale pour voir aussi ce qui se fait dans d'autres pays à travers le monde par d'autres équipes médicales que celles auxquelles j'ai été confrontée moi-même de par ma propre expérience. Toutes les références seront dans le lien sous le descriptif de cette vidéo, donc n'hésitez pas également à vous y référer. Si vous avez des questions à la suite du visionnage de cette vidéo auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et j'y répondrai autant que possible. Alors, je traite de ce sujet parce que c'est une fracture assez fréquente. Fracture du coude, c'est environ 4% de toutes les fractures qui surviennent. Alors, dans cette vidéo, je traite des fractures du coude, quelle que soit la localisation précise du trait de fracture, qu'il soit au niveau donc, de l'os du bras, de l'humérus, ou des os de l'avant-bras, sachant que la fracture du coude la plus fréquente, c'est la fracture de la tête radiale, mais on a aussi les fractures de l'olecrâne et d'autres parties du coude. Globalement, la prise en charge suit les mêmes grandes lignes, même si bien sûr il faut adapter après au cas par cas en fonction de nombreux paramètres, dont la localisation, le type de fracture, mais aussi vos antécédents, vos souhaits de récupération, etc. Et ça, ce sont seulement les professionnels de santé, médecins, kinés, etc., qui connaissent votre dossier, qui vous suivent, qui vont pouvoir vraiment personnaliser ces recommandations générales que je délivre. Donc, le contenu de cette vidéo est valable quelle que soit la localisation de votre fracture, quel que soit le type de fracture, c'est-à-dire si elle est déplacée ou non, s'il s'agit d'une fissure ou d'une fracture plus importante. Et aussi, même si c'est associé à une luxation, sachant que le coude après l'épaule est l'articulation qui se luxe le plus et que dans un quart des luxations du coude, il y a une fracture associée qui ne passe pas en général inaperçue. Alors il y a deux types de traitements principaux suite à une fracture du coude, une fois qu'on l'a diagnostiqué avec l'examen clinique puis en général une radio. Il y a ce qu'on appelle le traitement conservateur qui consiste à ne pas opérer et à simplement immobiliser un temps le coude. Et puis il y a le traitement dit chirurgical où là le chirurgien ou la chirurgienne va opérer, va poser du matériel pour solidifier et faire en sorte que la consolidation se fasse le mieux. Dans tous les cas, en général, même après une opération, en général on met une plaque, il y a une période aussi d'immobilisation. Alors il y a beaucoup de questions autour de comment il faut immobiliser et surtout combien de temps il faut garder l'attelle, est-ce qu'on doit la mettre la nuit. Alors peut-être que vous aurez des conseils personnalisés par votre équipe médicale qui vous suit et je vous encourage à les suivre dans ce cas, ou en tout cas à les questionner si ces conseils qui vous ont été donnés vous interpellent. Alors il y a plusieurs façons d'immobiliser, il y a parfois un plâtre, une résine, une simple attelle plus ou moins englobante. Peut-être que vous connaissez des personnes dans votre entourage qui n'ont pas été prises en charge de la même façon. En fait, on n'a pas vraiment de recul précis sur qu'est-ce qui marche le mieux, quelle méthode d'immobilisation marche le mieux. Donc ça va être en fonction de plusieurs paramètres que l'équipe qui vous suit a préconisé plutôt celle-là plutôt qu'une autre. Alors, on n'a pas beaucoup de recul sur qu'est-ce qui marche le mieux en termes d'immobilisation. Il y a une étude qui a suivi des personnes entre 14 et 80 ans, des personnes qui avaient différents types de prise en charge. Certaines avaient un plâtre avec le coude plié, certaines avaient un plâtre avec le coude tendu, et certaines étaient immobilisées avec une simple écharpe et n'avaient pas de plâtre. Et ce qu'on constate, après avoir suivi quelques semaines ces personnes, c'est que les douleurs et la récupération derrière ne changent pas de manière significative selon que les personnes aient été immobilisées ou non. Donc ces données-là doivent vous rassurer, en fait, quelle que soit la prise en charge qu'on a préconisée, c'est sans doute la bonne et la plus appropriée dans votre cas, parce qu'on ne sait pas celle qui marche le mieux, toutes choses égales par ailleurs. Alors est-ce qu'il faut garder l'attelle la nuit ? J'ai envie de dire... Comme vous le sentez, très souvent vous serez plus confortable en gardant l'attelle la nuit parce que ça vous empêchera de bien bouger. Mais si vous n'avez pas du tout de douleur, ça veut dire que vous ne bougez pas particulièrement l'articulation la nuit et donc c'est pas non plus formellement interdit de l'enlever la nuit. Pareil, dans la journée, si vous avez des séances de rééducation, ça peut être recommandé de l'enlever ou par exemple quand vous êtes
assis sur le canapé et que vous ne bougez pas, vous pouvez, pour vous soulager un peu, notamment si c'est l'été, l'enlever un petit peu pour être plus à l'aise. Alors, la rééducation d'une fracture du coude, en général, vous allez avoir des séances de rééducation qui vous sont prescrites, soit à l'issue de cette période d'immobilisation, en général après 6 semaines, on vous fait une radio et on vous dit tiens c'est bon, vous pouvez enlever l'attelle ou on enlève le palate, parfois plus rapidement, au bout de 3 semaines, et on vous prescrit la rééducation. Parfois on vous encourage aussi à en faire, et moi c'est ce que je recommande en tout cas, de faire un bilan juste après qu'on ait mis en place ce traitement d'immobilisation. Même si vous êtes encore immobilisé, juste pour faire le point sur justement qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce qu'il vaut mieux éviter de faire durant cette période d'immobilisation pour éviter un enraidissement, une perte musculaire trop importante, et puis vivre autant que possible bien cette période-là, trouver des moyens de vous soulager éventuellement de la douleur. Quitte à ce que vous ne fassiez pas de séance après jusqu'à la période où vous pourrez rebouger, mais au moins vous aurez fait le point avec un professionnel qui peut vous donner des conseils et des exercices personnalisé pour vous aider dans cette étape d'attente qui de toute façon devra se passer en attendant qu'on fasse de la rééducation ou pas. Ça ne va pas permettre de consolider les os plus vite, ça va juste permettre d'éviter éventuellement les raideurs, de ne pas trop vous ankyloser, de ne pas trop perdre en force musculaire, de vous changer les idées, mais ça ne va pas accélérer la consolidation osseuse. Quand on demande aux kinés, notamment ça a été fait aux États-Unis, qu'est-ce qui est le plus important selon eux dans les suites d'une rééducation du coude, il y a 3 choses qui reviennent. C'est de faire des exercices seuls, en autonomie pour le patient. 97% des kinés recommandent cela. D'être patient, tout simplement, parce qu'on sait que la consolidation, ça prend du temps, quoi qu'on fasse. Il n'y a pas de traitement médicamenteux ou de plantes ou d'homéopathie qui permet d'accélérer ce temps de guérison. Et 3e conseil donné massivement par les kinés, c'est d'adopter une bonne hygiène de vie pour passer bien ce cap, notamment alimentation saine, activité physique, supprimer ou éviter autant que possible le tabac. En quoi consistent justement les séances de kiné en règle générale? Principalement, c'est d'informer des précautions à prendre pendant cette période, des modifications à apporter sur les gestes du quotidien, de faire réaliser des exercices seuls de mobilité en fonction de ce qui est permis, selon l'opération que vous avez eue, le type de fracture, le trait de fracture. Vous allez pouvoir bouger dans tous les cas l'épaule, le cou, le poignet et la main qui peuvent être potentiellement des articulations qui s'enraidissent, particulièrement l'épaule, parce que quand on a toute la journée le coude au corps, l'épaule aussi s'enraidit, même si elle n'a pas de problème en soi. Donc dans tous les cas, vous pourrez faire des exercices de ces parties du corps, et éventuellement, selon les recommandations que vous avez eues, vous pourrez aussi, au début sous couvert de l'attelle, ou en tout cas de la présence d'un professionnel, mobiliser en flexion, en extension, en pronosupination, le coude. Mais ça va vraiment dépendre des recommandations qu'on vous en fait, du type de fracture que vous avez eu. Et dans tous les cas, vous pourrez bouger, et je vous encourage à bouger le cou en rotation, en extension, en inclinaison, le poignet et l'épaule, dans la limite bien sûr de la douleur. C'est ça qui doit vous guider, il faut toujours réintroduire de manière progressive des nouveaux mouvements. Alors combien de temps il faut? Quel est le temps de guérison? Ça c'est une question très fréquente quand on a une fracture du coude. Il faut dans tous les cas 4, 6, 8 semaines pour que les os consolident et que vous soyez vraiment beaucoup plus libre de mouvement. Pendant cette période-là, vous ne pourrez pas conduire. En général, la conduite peut être reprise au bout de 2-3 mois, peut-être un peu plus, après la fracture. Les activités de la vie quotidienne, bien sûr, vous pouvez compenser en trouvant des solutions pour utiliser votre autre bras, mais les activités vraiment sollicitant le bras dans la vie quotidienne, type porter une casserole, porter des courses, ça va se remettre en place progressivement, plutôt 2 mois après la fracture. Même chose pour les activités sportives sollicitant le coude. Au début, vous allez reprendre le sport qui ne sollicite pas spécifiquement le bras, et puis au bout de 3, 4, éventuellement 5, 6 mois, reprendre le sport de manière plus intensive, même s'il sollicite beaucoup l'articulation du coude. Il y a beaucoup de personnes aussi qui se posent des questions sur une fracture du coude qu'ils considèrent comme mal soignée. Alors déjà, il faut vraiment identifier qu'est-ce qui vous gêne spécifiquement. Est-ce que c'est un œdème? Est-ce que c'est une douleur? Est-ce que c'est une perte de mobilité? Et en fonction de ça, il y aura des moyens différents qui vont pouvoir être mis en place pour essayer de faire en sorte que vous alliez mieux. Mais par contre, peut-être que vous considérez que le problème que vous rencontrez, c'est dû à une fracture mal soignée. C'est possible, mais il y a plusieurs facteurs qui sont entrés en jeu
Et rien ne dit finalement qu'avec un autre type de prise en charge, que ce soit chirurgicale, immobilisation, rééducative, finalement vous n'auriez pas eu de problème similaire. Ce qui compte, c'est votre état actuel et les moyens qu'on peut mettre en place en face pour limiter ces problèmes-là. Je vous encourage à faire le point avec un médecin ou un kiné pour voir exactement les problèmes au-delà de ce constat de fracture du coude mal soignée et les solutions que vous pouvez mettre en place. Enfin, il y a beaucoup de questions sur les fractures du coude chez l'enfant. C'est vrai que c'est une fracture très fréquente chez l'enfant, encore plus que chez l'adulte. 16% de toutes les fractures surviennent chez l'enfant. Éventuellement, je ferai une vidéo dédiée à ce sujet, même si en général, il y a moins de préoccupations parce que les enfants récupèrent très vite, consolident plus rapidement, avec beaucoup moins de risques de complications derrière. Je n'ai pas parlé effectivement des complications chez l'adulte. Sachez qu'elles sont extrêmement rares dans les fractures du coude. Donc gardez en tête qu'il y a de très grandes chances que vous récupériez fonctionnellement complètement comme d'avant, que vous puissiez reprendre toutes vos activités. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire à ce sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire.